Je me rappelle d'un soir où je suis à la Nouvelle-Orléans. Je dois jouer mon show et on n'arrive pas à vendre des billets. On en a vendu peut-être 4 sur une salle de 200 places. Et je vous jure que j'ai été chercher le public. Et à l'hôtel, je demandais à des gens s'ils voulaient voir un spectacle, les chauffeurs Uber, des mecs de la sécurité de l'hôtel. Et ben, c'est exactement comme ça que j'ai fait quand j'ai démarré en France. Et pourquoi s'imposer ça alors qu'il suffit que vous produisiez en France et que vous remplissez un Zénith? Parce que ce qui compte, c'est pas uniquement de remplir. Parce que le spectacle que tu vas faire cette soirée-là, ce soir-là, il va t'apprendre tellement plus de choses, quoi. Comique adoré des Français, jouant à guichet fermé chez nous, Gad Elmaleh a décidé de se jeter dans le vide et sans filet en partant aux États-Unis pour tenter de faire rire en anglais et retrouver des sensations de débutant. Il a commencé dans des cabarets à New York devant 10 personnes et 2 ans plus tard, il se produisait au Carnegie Hall et ses shows sont aujourd'hui diffusés sur Netflix. À 5 ans, assis sur la plage en regardant la mer, Gad voulait déjà savoir ce qui se passait derrière l'horizon. À quel âge a commencé votre rêve américain? Je pense que le rêve américain, il a commencé quand j'étais gamin et que mon père, quand il nous amenait à la plage à Casablanca, il montrait la mer comme ça et il nous disait, si tu prends un bateau et tu vas tout droit, tu peux atteindre les États-Unis. Et ça me fascinait. And I've always been wondering if on the other side of the ocean there was an American father with his little son. I don't know, telling him about the Moroccan dream. Daddy, what's there? I have no idea. Vous avez quitté la France, vous étiez le roi de la piste, vous remplissiez partout, vous arrivez à New York, on vous connaît pas, vous parlez pas très bien la langue. Non. On vous reconnaît pas dans la rue. Ah, rien, jamais. En fait, je crois que finalement, le succès, et j'en suis super heureux et reconnaissant du public, le succès vous apporte beaucoup de force, de confiance, mais quelque part, il peut vous piéger. J'avais peur quelque part de vous endormir, de m'installer, d'être dans le confort, dans tous les sens du terme. L'idée, c'était surtout de se dire, j'ai envie de me mettre en danger, j'ai envie d'être excité, en fait. J'ai envie d'avoir peur, j'ai envie de me faire mal au ventre, j'ai envie de recommencer, j'ai envie de... Ouais, et j'ai envie de découvrir ce que c'est qu'un public qui n'a jamais entendu parler de moi. Parfois, aux États-Unis, on me présente des gens et ils me disent, vous faites quoi dans la vie? J'adore ça. Un jour, un journaliste américain m'a dit un truc super touchant, assez drôle. Il me dit, c'est comme si tu avais gagné Roland-Garros et tu lèves la coupe et là, tu fais une conférence de presse et tu dis, OK, demain, j'attaque avec la main gauche. Première fois, vous avez pris votre billet d'avion, vous vous êtes dit quoi dans votre tête? Je vais faire rire là-bas? La première fois que j'ai pris mon billet d'avion et que je me suis dit, allez, let's go, tu vas à New York, on m'avait booké un passage dans un comedy club au pire endroit de la programmation, parce que quand on vous connaît pas, on vous met soit au moment où les gens payent l'addition parce que tout le monde bouffe et boit des coups dans ces lieux, soit en tout premier, ce qui est pas génial. Et je fais pour la première fois un bide, mais retentissant. Le mec écorche mon nom. J'arrache 2-3 rires sur 15 minutes. Et des traductions de vannes du français à l'anglais qui marchent pas du tout. Ça m'a secoué. Je me rappelle cette nuit, je suis rentré à l'hôtel. Je me suis commandé du vin rouge. Tout seul. Seul? Ah ouais, tout seul. Regardez passer les voitures comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je suis retourné le lendemain. Et le surlendemain. Et ça prenait. Et ça commençait à prendre. Et ça, c'était un feeling incroyable. Personne ne me connaît là-bas. Très peu. Il n'y a pas ce côté un peu où je me protège et je file et je sors par derrière. Et... Non, c'est réel. Il n'y a plus de fans, il n'y a plus de selfies. Il n'y a rien. Moi, aux États-Unis, quand ça vous manque, ça, des fois? Ouais. When I first moved to New York, I really enjoyed to be anonymous. It's very interesting to be very famous in one part of the world and totally anonymous in New York City. First days, I was enjoying it so much. Just walking down the street, oh my God, that's great. I can do whatever I want. Nobody's bothering me. 3 days later, I was like, what the hell is going on? I was Googling myself at night. Je
Je me rappelle un jour, j'ai atterri à Dallas, première fois de ma vie au Texas. Putain, je regarde. Je vais vous prendre un taxi, j'entends un accent un peu « Welcome to Texas ». Je connais cet accent. C'était un Marocain. Ah, je l'ai pas lâché pendant 3 jours. J'ai dit, tu vas rester avec moi parce que j'avais besoin, quoi. J'avais besoin de me retremper dans quelque chose de connu, finalement, quoi. Je me rappelle d'un soir où je suis à la Nouvelle-Orléans. Je dois jouer mon show et on n'arrive pas à vendre des billets. On en a vendu peut-être 4 sur une salle de 200 places. Et je vous jure que j'ai été chercher le public. Et à l'hôtel, je demandais à des gens s'ils voulaient voir un spectacle, les chauffeurs Uber, des mecs de la sécurité de l'hôtel. Et ben, c'est exactement comme ça que j'ai fait quand j'ai démarré en France. Et pourquoi s'imposer ça alors qu'il suffit que vous produisiez en France et que vous remplissez un Zénith? Parce que ce qui compte, c'est pas uniquement de remplir. Parce que le spectacle que tu vas faire cette soirée-là, ce soir-là, il va t'apprendre tellement plus de choses, quoi. Il y a eu des soirs où je vous promets que obtenir des rires d'un public qui n'a jamais entendu parler de vous, qui sait pas d'où vous sortez, c'est comparable, je pense, à ce qui arrive rarement, malheureusement, mais c'est comparable à une femme qui tomberait folle amoureuse de vous sans savoir que vous êtes connu. Et l'anglais, comment vous avez fait? Ah, mais moi, je pensais que je savais parler l'anglais avant d'être obligé de le parler toute la journée. Sous ma douche, j'étais au top. Avec les copains, j'étais au top en écoutant une chanson dans ma bagnole. Mais le jour où tu te retrouves avec un micro et que eux, ils s'en foutent de savoir que t'as pas les mots qui te viennent tout de suite, ils veulent rire. Et là, tu te dis, ok, il va falloir bosser fort parce que... Vous avez commencé des petites salles, puis après, ça a grossi, tout doucement, passé dans les salles à 200, 300, jusqu'à... L'été dernier, et c'était 13 000 personnes. C'était aussi fort que votre premier Olympia? Non, je pense que ce qui m'a rappelé mon premier Olympia, c'est Carnegie Hall. Je crois que le soir où j'ai fait Carnegie Hall, j'ai eu un track qui ressemblait à celui que j'ai eu à mon premier Olympia. Vous avez pensé à Piaf? Je pensais à Frank Sinatra. J'étais vachement ému. Vos parents étaient là? Ils étaient au Carnegie Hall, oui. Et ma mère m'a dit un truc très touchant. Elle m'a dit, j'ai peur, mais peur comme quand j'avais peur au début, quand t'as démarré. Et vous vous souvenez du petit gamin à ce moment-là, lorsque ce Oui. soir-là, vous vous souvenez du petit gamin qui rêvait sur la plage du Maroc? Oui. Souvent, ça m'arrive. D'ailleurs, il m'arrive souvent de penser même aux autres gamins aujourd'hui. Des gamins ici en France, ou alors des jeunes au Maroc, ou alors... Vous leur dites quoi à ces gens-là? Bougez, bougez. Ah il ouais, faut bouger. je leur dis allez au bout. Allez au bout, mais quel que soit le domaine. Si t'es éleveur et ton rêve, c'est d'être au salon de l'agriculture l'année prochaine, tu vas y être. Et si t'habites un petit village et tu penses que ce petit village t'en a fait le tour, tu l'aimes, il t'apporte énormément, mais que tu veux aller dans la ville d'à côté parce que tu penses que quelque part tu vas te surpasser, il faut le faire. Ah ouais, vraiment.